Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Vous le savez, l'actualité internationale a été marquée ces derniers jours par les événements en Algérie. Le 22 février 2019 sera peut-être marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du pays. D'est en ouest, du sud au nord, les Algériens sont sortis par centaines de milliers manifester pour dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des appels à manifester qui ont été lancés par les jeunes sur les réseaux sociaux. Des manifestations des plus pacifiques que beaucoup de journaux citent en exemple. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika est aujourd'hui âgé de 82 ans. L'homme est malade, il garde les séquelles d'un terrible AVC et n'est plus en état de marcher depuis quelques années. Le 10 février dernier, il a mis fin à des mois d'interrogation sur ses intentions en annonçant à la nation qu'il briguerait un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain. Dimanche dernier, sa candidature a été officiellement déposée, mais pas par lui puisqu'il était hospitalisé en Suisse, mais par son chef de campagne. Et puis, il y a eu cette lettre adressée au peuple algérien. Abdelaziz Bouteflika s'engage, s'il est élu, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée dont la date serait fixée à l'issue d'une conférence nationale. Ce mardi, ils sont encore des milliers dans la rue. La colère ne retombe pas. La jeunesse algérienne appelle au changement. Ils ne veulent plus se taire. C'est comme un vent de liberté, comme l'ont dit de nombreux confrères qui soufflent en ce moment sur l'Algérie. Et justement, ce mardi, nous sommes en direct depuis Alger avec des confrères. Avec nous, Mourad Slimani, directeur de la rédaction du journal El Watan. Bonjour Mourad. Allô? Allô Mourad, vous nous entendez? Oui, m'entendez. Voilà, je vous entends. La ligne ne va pas être très bonne. On s'excuse tout de suite auprès de nos auditeurs. Quelques perturbations de ligne. Également avec nous, Ali Bourlef, journaliste politique au quotidien Liberté. Bonjour Ali. Bonjour. Ah ben voilà, vous, on vous entend beaucoup mieux. Également avec nous, Sofiane Maloufi, c'est le directeur de l'agence conseil Média Survey qui réalise notamment des sondages d'opinion sur les échéances électorales. Bonjour Sofiane. Bonjour, Fathia Laouni. Et merci d'avoir répondu tous à notre invitation. Également avec moi, comme chaque mardi, le politologue Moustapha Srimi. Bonjour Moustapha. Bonjour à vous et à nos confrères. Vous allez bien? Très bien. Alors, je vais commencer avec vous, Mourad, juste pour savoir quelle est la situation en ce moment, au moment où nous parlons. Est-ce qu'il y a de nouvelles manifestations? Ah, alors, on a vraiment un petit problème avec Mourad, vous nous entendez? Alors, Mourad, si vous nous entendez, on va raccrocher et puis on vous rappelle. Je vais prendre Ali. Ali, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation en ce moment? Alors, actuellement, il y a des dizaines de manifestations qui se déroulent un peu partout dans le pays, notamment à Alger et les grandes villes, Oran, Skikda, Tizi Ouzou, Bijaya. Des manifestations qui sont menées actuellement essentiellement par des étudiants rejoints, c'est une première, par leurs professeurs et des salariés de l'université qui sont en train de élever la voix pour dire non à un 5e mandat et oui pour un changement de régime. C'est une contestation qui se poursuit. Il y a des avocats aussi qui s'organisent, qui ont décidé de paralyser tous les tribunaux et les cours de justice du pays à partir de demain. Cela veut dire que la contestation est en train de se poursuivre et même des lycéens sont sortis dans beaucoup de régions du pays pour porter les mêmes revendications. Pendant ce temps-là, des appels à manifester massivement vendredi prochain sont relayés sur les réseaux sociaux et par des textos, ce qui signifie que la tension n'est pas retombée et je ne pense pas qu'elle puisse retomber dans les heures et les jours à venir. On va y revenir. Ali, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous, les médias qui suivez de près la situation quotidiennement, est-ce que vous vous y attendiez ou est-ce que ça a été une surprise totale de ce soulèvement de la jeunesse algérienne? Honnêtement, on avait senti une colère monter dans la population concernant le 5e mandat. La possibilité à l'époque de voir le président briguer un autre mandat. Seulement, la manifestation de cette ampleur-là, on ne l'a jamais imaginé, on ne l'a jamais ressenti, d'autant plus que c'est venu de là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire parmi les jeunes qu'on disait
qu'ils avaient déserté la politique, qu'ils ne s'intéressent plus à la politique, qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe dans le pays, notamment après les vagues de migration clandestine qui ont échoué, dont on a enregistré beaucoup de morts en mer l'été dernier. On se disait que les jeunes sont beaucoup plus branchés sur les réseaux sociaux, donc ils sont intéressés par ce qui intéresse les jeunes de leur âge un peu partout, mais finalement ils nous ont surpris. La surprise a été encore d'autant plus grande que la manifestation était, ils sont de manière absolument pacifique et il n'y a aucun grabuge signalé, mis à part les quelques déviations qu'il y a eu vendredi dernier. Après la fin des manifestations, je le signale, puisque ce n'était pas forcément l'œuvre des manifestants. Donc dans la presse, dans la classe politique, y compris dans la classe dirigeante, en dehors d'une phrase un peu emblématique du Premier ministre lors d'une conférence de presse qui avait précédé les manifestations, il avait dit que nous avons les moyens de faire face à d'éventuelles manifestations, ce qui signifie aujourd'hui, on comprend maintenant qu'il était au courant, qu'il avait les rapports des services qui lui disaient que les gens allaient se soulever si Bouteflika devait déclarer sa candidature à la magistrature suprême. C'est ce qui s'est passé et la mobilisation a été encore plus surprenante le vendredi d'après puisque les gens pensaient que c'était juste une montée du poussée de fièvre qui allait s'estomper rapidement. Ce n'était pas le cas. Vendredi passé, il y avait beaucoup plus de monde que le vendredi du 22 février. Et cela ne semble pas vouloir s'arrêter, puisque juste après l'annonce de la candidature, l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les gens sont sortis dans tout le pays, souvent, pour protester contre cette situation. Et ce qui est incroyable, Ali, quand vous parlez de manifestations pacifiques, on a vu ces images que justement où les manifestants eux-mêmes, les jeunes eux-mêmes, ont formé des colonnes pour protéger les forces de l'ordre. Absolument, et ça s'est passé vendredi 1er mars, et même le 22, il y avait même des appels parmi les slogans scandés par les jeunes manifestants, c'était Silmiya, c'est-à-dire pacifique, Shorta ou Shab Khawa, la police et le peuple sont des frères, Jay Shab Ma'an, c'est-à-dire le peuple et l'armée sont unis, et ça a été absolument magnifique. Il y a eu même des scènes de fraternisation. On a demandé aux forces de l'ordre d'enlever leur casque pour saluer les manifestants. C'est ce qu'a fait par exemple à Blida. Tout à fait, dans certaines villes, à Blida par exemple, des policiers anti-émeutes ont enlevé leur casque pour laisser les manifestants passer. Et ils ont souvent évité d'être brutaux quand il s'agit de toucher à l'intégrité physique des manifestants. Et quand les manifestants essayaient, par exemple, de dépasser les cordons de sécurité, les policiers ont laissé faire, ce qui est absolument une nouveauté dans un pays qui n'a pas l'habitude à ce scène lors des manifestations. Oui, tout à fait. Mourad, vous êtes de nouveau avec nous ? Mourad ? Oui, je suis là. Ah, voilà, puis on vous entend beaucoup mieux. Par rapport à ce qui vient d'être dit par Ali Boukhlef, ces images des manifestants qui protègent les forces de l'ordre, ces marches totalement pacifiques où le souhait de la violence est totalement écarté. Pendant longtemps, on a dit que si le peuple algérien ne sortait pas dans la rue, c'était par crainte de la mobilisation et de l'intervention de l'armée, mais d'après ce que nous dit Ali, il y a un véritable changement. On ne peut plus dire aujourd'hui que l'armée était telle qu'elle l'a été les précédentes années. Oui, en fait, je vous entends comme je peux, donc je crois bien que vous parliez de la réaction des forces de l'ordre. En fait, on parlait du volet pacifique, cité en exemple par de nombreux confrères à travers, même en Europe, et des manifestants qui protégeaient les forces de l'ordre vendredi dernier, mais ça s'est produit également le 22 février, comme nous l'a rappelé Ali. Et la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il y a eu la crainte lors de ces manifestations d'une intervention de l'armée ou pas, puisque Ali nous dit que c'est plus, la situation n'est plus du tout la même. Oui, c'est certain. Il est certain que la situation n'est plus la même. En fait, je pense personnellement que ça s'est joué d'abord pour la population. C'est en fait l'argument qu'on avançait jusqu'à présent pour dire que voilà, la rue est minée, la manif potentiellement minée, etc. On se rapportait, on en parle à des expériences précédentes qui ont, par exemple, fait aboutir à des
disons, toute la violence qui a suivi. Ensuite, on a eu un épisode assez particulier, assez violent en Kabylie, avec à la clé 120 morts parmi les manifestants. Ça s'est passé en 2001. Donc voilà, en fait, je pense que ces expériences ont servi, ont été gardées en mémoire. Et je crois que les jeunes qui sont venus après, ils se sont aussi, disons, inspirés des expériences qu'il y a eu en Égypte, qu'il y a eu juste avant en Tunisie. Donc voilà, en fait, toutes ces expériences, tout le cumul de ces expériences, je pense, a fait qu'aujourd'hui, il y a un mot d'ordre qui a circulé rapidement, et selon lequel, voilà, en fait, la violence ne sert à rien, la preuve 91, 2001, pour rester en Algérie, et que maintenant, il s'agit d'être responsable, il s'agit de pas tomber dans le piège de la confrontation directe et violente, parce que de toute façon, ça s'est vérifié à chaque fois. Quand vous avez les meutes, la plupart des gens qui sont là pour seulement manifester pacifiquement, ils rentrent chez eux, en fait. Il reste des ultras, ils sont là dans une confrontation stérile, on va dire, et même des fois meurtrière, avec les services de l'ordre. Et donc, ça n'a jamais apporté quelque chose. Et je pense que ces enseignements-là ont été tirés par les Algériens. Il y a ensuite le travail on n'en parle jamais assez, en fait. Le travail fait sur les réseaux sociaux et non pas le travail des réseaux sociaux, parce que le réseau social ne travaille pas, c'est selon ce que vous mettez dedans. Et je pense que voilà, nous tous, Algériens, nous avons maintenant à redécouvrir le pays. Nous, journalistes, en tout cas, on a besoin un peu de voir pourquoi cette jeunesse est différente de celle qui l'a précédée en termes de génération. Exactement. Et pour le moment, nous sommes agréablement surpris. Et voilà, tout l'optimisme du moment, en fait, il vient de là. Les ingrédients du moment peuvent faire dans l'absolu que la situation soit plus compliquée que cela. De toute façon, c'est pas encore terminé. Et voilà, nous touchons du bout par rapport à ça. Mais à regarder un peu ce qui se passe dans la rue, il y a maintenant, en ce moment même, des manifs ici à Alger, au centre-ville, et c'est des manifs qui sont qui sont fortes, qui sont puissantes, mais qui sont surtout belles. Vous voyez, donc il y a même de la joie dans ce qui se fait, et c'est tout ça qui fait que nous restons, en tout cas pour le moment, optimistes par rapport à la suite. Voilà. Restez avec nous, Mourad. Sofiane, vous qui êtes spécialisé dans les sondages, les analyses, notamment en période électorale, comment vous qualifieriez, quel qualificatif vous donneriez à ces manifestations? C'est un réveil? C'est un sursaut? Je pense que c'est une reprise de parole de par le peuple algérien qui a été mis au placard depuis des années. Donc, ce qui ressort un petit peu des slogans et des discussions en aparté que j'ai pu constater lors du rassemblement du 1er mars, auquel j'ai pris part personnellement, en tant que professionnel de la communication et des sondages, mais surtout en tant que citoyen, qui retrouve un petit peu cette fierté que tout le monde partage avec nous tous. C'est une fierté qui est née d'un événement que l'on se rappelle tous, 5 octobre 88, où nous avons demandé un peu plus de démocratie, un peu plus de liberté, et surtout un peu plus d'implication du peuple dans la gestion de sa destinée. Par la suite, 91, mais malheureusement, 91 a été un petit peu à capoter tout ce projet démocratique, et par la suite arrive maintenant le 22 février, le premier sursaut, et le second sursaut le 1er mars, où moi je le baptiserai comme la révolution blanche. Pourquoi blanche? Parce que il y a tout à écrire. Il n'y a pas d'éléments organisateurs qui est derrière tout ce mouvement populaire, mais c'est plus, moi je qualifierais aussi de ce désespoir mobilisateur qui a permis à tout le monde, à travers les réseaux sociaux aussi, à travers la construction de cette conscience collective qui s'est faite avec l'avènement des chaînes privées qui ont donné un peu plus de parole au peuple et aux politiques, avec aussi l'avènement de la 3G et l'accès un petit peu aux réseaux sociaux. Et toute cette dynamique-là, je l'appelle comme une trame de fond qui a travaillé pendant des années
et qui a donné ce réveil. Bien entendu, alimenté par cette gestion déplorable de l'image de notre président de la République, alimenté par l'inconscience et parfois par les déclarations irresponsables de nos politiques, ont fait que il y ait ce réveil, mais bien entendu, même nous, en tant que agence conseil en communication, mais surtout sondage d'opinion que nous faisons lorsque il nous est permis de le faire, d'anticiper, mais personne n'a vu ce réveil-là, parce que tout le monde ne donnait pas cher de ce réveil de ce peuple. Oui, mais encore une fois, c'est un peuple. Morad, ça a été une surprise en réalité pour tout le monde. Surprise. Mais pourquoi une surprise? Parce que 2018, c'est 11 000 contestations répertoriées par le gouvernement entre grève et contestations, 11 000 à travers le pays. Donc il y avait ces velléités un petit peu de casser les tabous et d'aller vers des revendications. Mais là, c'est un réveil collectif, c'est une prise de conscience collective, mais surtout, c'est des slogans qui sont unifiés autour d'une seule revendication, qui pour moi est une revendication citoyenne au-delà du politique, c'est de refuser que notre dignité soit atteinte et qu'on puisse retrouver cette fierté. C'est ce que j'ai pu, moi, récolter en tant que verbatim et en tant que slogan et déclaration et propos pour que je puisse un petit peu analyser la situation et surtout la commenter. Nous ne sommes pas encore parvenus à l'analyse complète. Vous parliez des prises de parole, de la transparence de certains médias. Ali, c'est aussi important de saluer le courage de certains journalistes. La première, ça a été la rédactrice en chef, je crois, de la radio nationale, Myriam Abdou, qui a jeté l'éponge, qui a carrément démissionné. Hier, c'est la présentatrice vedette, je crois, de Canal Algérie, qui a suivi le mouvement, et puis d'autres journalistes qui, eux aussi, en fait, ont décidé de suivre le peuple, de suivre le mouvement et de dire non, si on ne peut pas traiter l'information, si on ne peut pas parler de ce mouvement citoyen, on préfère arrêter de travailler. Je dois juste préciser une chose, c'est que Myriam Abdou n'a pas démissionné de la radio, elle a démissionné de son poste de rédactrice en chef. Ah, c'est important comme précision. D'accord, elle travaille toujours. Oui, mais on lui a enlevé l'émission qu'elle animait qui s'appelait L'Histoire en marche, qui est une belle émission qui est consacrée à la politique internationale. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a, je disais tout à l'heure au antenne, qu'il y a un semblant de vent de liberté qui a soufflé sur le pays. Maintenant, là où je suis là, c'est un peu loin du centre, mais il y a des collégiens, par exemple, qui en sortant pour aller manger, ils manifestent, ils crient non au 5e mandat, on ne veut plus de Bouteflika, des histoires comme ça. Donc, il y a un vent de liberté qui a aussi touché les médias publics, puisque, j'aime pas parler des médias publics, je parle des médias gouvernementaux ou du régime, des médias officiels qui ont toujours ignoré la population, qui ont toujours ignoré la société. Figurez-vous que la marche du 22 février, par exemple, n'a pas été du tout évoquée par les médias officiels. On n'en a même pas parlé. On a parlé de tout, des tomates, des centres de formation qui s'ouvrent aux confins du désert, mais jamais des manifestations qui se déroulaient à quelques mètres de la télévision. Et ce qui a poussé que certains journalistes de la télévision publique et des radios gouvernementales à dire stop, il faut qu'on soit en osmose avec ce peuple, il faut qu'on parle des problèmes de ce peuple. On en a assez de servir de voix officielle à un régime qui nous a utilisés comme étant une voix officielle. Il y a eu des brèches qui se sont ouvertes, même si la répression n'avait pas tardé, puisque Myriam Abdou a payé tout de suite puisqu'on lui a enlevé son émission. Et deux collègues de la radio francophone hier ont été convoqués. Ils ont été convoqués parce que ils ont osé parler des manifestations, ils ont osé aussi braver le silence. Une autre collègue a invité un ancien ministre opposant à la Chambre de la radio francophone. Elle a été tout de suite convoquée par la suite. Ce n'est pas gagné, mais il y a eu une manifestation à l'intérieur des médias gouvernementaux la semaine dernière pour dire que il faut qu'on soit professionnel, il faut qu'on couvre tout le monde. Ça a commencé, mais dans les premières couvertures, figurez-vous que par exemple, on a parlé des manifestations, mais on n'en a pas parlé des objets de ces manifestations. On a dit qu'ils on ne dit pas pourquoi. Mais on n'a pas dit pourquoi. Et dans le meilleur des cas, on disait que les gens ont porté des slogans qui appellent au changement, mais ne disent pas de quel changement.
À partir d'hier, ça a commencé à changer un peu sur la télévision officielle, ce qui est un bon signe, puisque à l'intérieur déjà des institutions, il y a quand même des gens qui commencent à se dire que nous faisons aussi partie de ce peuple, nous ne pouvons pas suivre indéfiniment ce régime. Et il y a eu aussi la démission hier d'un député et d'un ancien ministre du FLN. Il y a d'autres députés qui ont démissionné. Il y a un député d'opposition. Il y a d'autres aussi membres des organismes publics qui commencent à démissionner, ce qui déjà indique qu'il y a des lignes qui sont en train de bouger à l'intérieur du système, même si, il faut toujours le souligner, les manifestations restent profondément pacifiques. Oui, ça c'est très très important. Mustapha Srimi, quand vous regardez, et tout ce que nous disent là nos confrères et Sofiane, lui qui est un spécialiste justement dans la communication des médias, et il y a une certaine fierté, et il y a et c'est important ce que relevaient Ali et Mourad, c'est de la joie dans les rues. C'est pas des manifestations, on dirait révolutionnaires, on dit ah bah tout, non pas du tout. Ce que l'on voit et ce qu'observent en fait absolument tous les médias à travers le monde de ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est un sursaut, un éveil. Sofiane parlait d'un vent de liberté, Ali aussi. Comment vous voyez les choses ? C'est extrêmement important à relever parce que c'est un capital dormant. C'est un capital dormant qui maintenant reprend la parole. C'est extrêmement important. La fierté et la dignité, c'est un capital. C'est un capital de la jeunesse algérienne, c'est un capital du peuple algérien. Sauf que les circonstances historiques en ont décidé autrement. Il y a maintenant ce potentiel. Ma question s'adresse à mes confrères d'Alger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Le jour d'après, il y a ce factuel qui est exceptionnel et inédit. Évidemment, il faut le relever. Mais il y a un agenda électoral. Il y a une élection prévue le 18 avril. Comment les choses peuvent se passer ? Est-ce que ça va se passer et que ce capital de manifestation et de sursaut ce que vous voulez tomber? dire, Mustapha, est-ce que la rue peut faire changer d'avis ? Est-ce qu'il y aura un rapport de force tel que ça va peser soit sur le scrutin du 18 avril qui éventuellement peut être reporté du fait de la situation, soit que l'on trouve un plan B. Mon interrogation, elle est là, elle est prospective, c'est bien, il y a des manifestations, il y a tout cela qu'il faut relever et saluer, mais qu'est-ce qu'on fait dans le cheminement institutionnel et politique pour les 6 prochaines semaines à venir jusqu'au 18 avril ? On va poser la question à nos 3 invités. Je pense que vous, Ali, vous êtes convaincu que la rue peut faire changer les choses. La question est très, très, très judicieuse, mais la question que nous nous posons ici, ce n'est pas l'issue, parce que moi, je reste convaincu que le régime va finir par céder, parce qu'au bout de 2 manifestations, il a déjà fait quand même des concessions importantes. Vous devez savoir aujourd'hui que, par exemple, les représentants proches de Bouteflika ou du régime en général ont honte de se montrer à la télévision. Ils se montrent très rarement, ils ne parlent plus, ils ne sont plus là. Les partis politiques ont carrément déserté le terrain, ils ont laissé la place au peuple et c'est déjà un signe que ça vacille au niveau du pouvoir. Et je suis convaincu qu'au bout de quelques jours, si la mobilisation se maintient bien évidemment, puisque ce qui est déjà le cas, puisque le vendredi prochain, il y a un appel à une grande manifestation qui va se dérouler. Dans ce cas-là, je pense qu'ils vont céder, mais je ne pense pas que les élections se dérouleront autant voulu, puisque ils vont trouver... Vous pensez qu'elles vont être reportées ? Je pense qu'elles vont être reportées dans ce cas-là et je pense que ça va être très bien pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se préparer et probablement aller vers des élections honnêtes. Parce que je dois préciser à notre ami que il y a beaucoup de médias étrangers qui nous posent la question pourquoi ne pas laisser Bouteflika aller aux élections et sanctionner par les urnes. Pour la simple et unique raison qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a un semblant d'élection, mais le ministère de l'Intérieur déclare les résultats qu'il veut bien déclarer. Parce que c'est le gouvernement qui prépare les élections, c'est le gouvernement qui supervise le déroulement des élections, c'est le gouvernement qui détient la réalité des chiffres des électeurs et de ceux qui ont voté, de ceux qui n'ont pas voté. Donc il affiche les résultats qu'il veut. La preuve, c'est que c'est lui qui va valider théoriquement la candidature de Bouteflika malgré son état de santé qui est totalement rejeté en principe par un article de la Constitution et de la loi électorale. C'est ce même gouvernement-là qui est en train de pousser jusqu'à
jusqu'au pourrissement. Donc, en cas d'élection, il y a évidemment pas de suspense puisque Bouteflika va être reconduit, mais je pense que profondément que l'élection va être reportée. De quelle forme, je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Mais l'espoir qui est maintenant attendu ici, c'est que les choses ne poussent pas vers un pourrissement ou que les choses n'échappent pas à la situation actuelle parce que on sent déjà des vents d'impatience qui sont en train de souffler sur certains milieux, des gens qui vous disent maintenant s'ils ne comprennent pas notre démarche, on va probablement rehausser notre barrière ou notre barre de revendication qui va être probablement plus compliquée que ce qu'on est en train de développer. J'ajoute un autre détail très important que si maintenant il y a une issue actuellement, la rue n'est pas structurée, elle n'est pas donnée par les politiques, elle n'a pas de représentants, elle n'a pas de leader, ça va être très compliqué à gérer par la suite. Alors, il y a quelques citoyens algériens qui sont en train de nous écouter en direct et une jeune femme qui me dit « Oui, madame, l'Algérie est vraiment en marche. Nous voulons le changement. Merci à nos confrères de parler au Maroc, dans notre pays voisin. Nous savons que nous sommes extrêmement suivis, mais de par le monde. Et c'est important pour nous que vous parliez... attendez, j'essaie de lire. C'est important que vous parliez de marche pacifique. Hors de question de faire place à la violence. Ce que nous voulons, c'est juste porter notre pays haut et fort et montrer effectivement la solidarité qui est en train de se passer au sein du peuple algérien. Une question, merci en tout cas madame d'avoir réagi. Une question à... Mourad, c'est vrai que de nombreux confrères, notamment européens, ont dit ce que vient de nous expliquer Ali, pourquoi ne pas aller aux urnes et que le président Abdelaziz Bouteflika soit sanctionné par les urnes. Une autre question qui se pose, mais pourquoi ne pas avoir présenté un autre candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un autre homme fort? Parce que beaucoup parlaient également de son frère. Là, en fait, pour la deuxième question, je commence par la fin. Oui. Pourquoi est-ce que le régime, pourquoi est-ce que le pouvoir n'a pas présenté une autre candidature? Oui. Alors, autre que celle de Bouteflika et qui serait donc moins problématique, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a une situation politique très particulière. Ici, on appelle ça le cercle présidentiel, le clan présidentiel. On se perd un petit peu, disons, en concept, en générique par rapport pour décrire ça. Et en fait, depuis des années maintenant, en tout cas depuis la maladie de Bouteflika, disons que c'est devenu de plus en plus opaque. Comment se gérait le pouvoir, quel était le centre de décision réel par rapport à ce qui se prenait comme orientation, comme décision politique, du moment que, voilà, très vite, on s'est rendu compte que le président était vraiment malade, et ça fait très longtemps maintenant, et que on a même commencé à dire que les décisions se prenaient en son nom, à son insu, parce qu'il n'avait pas les capacités, n'avait pas gardé les facultés pour prendre les décisions et pour les concevoir aussi. Et donc, voilà, quand vous êtes entouré de frères, il a un frère conseiller, le fameux Saïd Bouteflika, dont on dit qu'il est finalement qu'il est, et certainement qu'il est au niveau du pouvoir actuel depuis quelques années. Il y a ensuite un autre frère qui est là, qui est donc dans l'entourage immédiat. En fait, on a assisté à la constitution un petit peu d'une sorte de niche monarchique à l'intérieur de la République, vous voyez. Et donc, ça a continué à se préciser. Et ensuite arrivent ces élections. Pendant de longs mois, encore une fois, je reviens sur l'idée du secret absolu, de l'opacité qui caractérise le pouvoir algérien. Bouteflika, en arrivant au pouvoir, a accentué cette donne, et donc il a beaucoup travaillé dessus. Et il s'est aussi donné des pouvoirs exorbitants en allant vers un système présidentialiste avec des pouvoirs pratiquement absolus, aux dépens du Parlement, aux dépens du gouvernement. Et donc, disons que la solution n'a pas été trouvée.
C'est ce qu'on dit en tout cas par rapport à l'alternative à l'intérieur du système, du moment que des années et des années ont été passées à constituer, on a parlé de l'oligarchie par exemple, l'argent qu'il y a eu depuis 20 ans maintenant, l'argent du pétrole, je veux dire, il a servi entre autres à la constitution, à l'apparition, voilà, d'une classe d'hommes d'affaires qui ont bénéficié de plans publics d'investissement et donc qui ont pris certains rouages du pouvoir. Et toujours on retrouvera au centre de tout ça le fameux frère du président, à savoir Saïd Bouteflika. Et donc voilà un peu l'image que nous avons du pouvoir algérien, on dit ça de son centre de décision, de son cœur. Et allô? Oui, on vous entend. Allô? Allô? Oui, on vous entend, Mourad. Ah oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, je disais que ça s'est bloqué à ce niveau-là. Nous savons par exemple que jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire avant la déclaration de la candidature de Bouteflika, il y a des hommes politiques qui sont allés voir l'entourage immédiat du président, que le président reste inaccessible. Et donc, on les aurait priés en fait de renoncer à cette 5e mandat parce que ça allait provoquer un refus de la société, et ça pouvait ouvrir, disons, la porte à toutes les dérives, etc. Donc, on les a écoutés, et sincèrement, si vous voulez mon avis, en fait, moi-même, je n'arrive pas à convaincre que l'on puisse à ce point s'aveugler et aller à l'aventure de cette manière, c'est de proposer un homme que tout le monde sait, qui d'ailleurs, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas rentré de son séjour médical en Suisse. Et il y a un problème là, il y a un côté absurde, je pense qu'il faudra un jour, j'arrive à expliquer. Alors la première question, si vous voulez, c'était quoi? La deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un autre homme fort, un homme politique fort qu'aurait pu proposer le régime? Oui, et c'est un vrai problème de confiance se poser, en fait. On a parlé à un moment de l'option Ouihia, l'actuel Premier ministre. Tout à fait. Mais celui-là aussi, tout à fait. Or, il se serait posé un problème de confiance, parce que tout le monde craint la suite des événements. Toutes ces dernières années, on a parlé de scandales de corruption, on a parlé d'abus au niveau du pouvoir, et donc, on va dire la famille, le clan globalement, voilà, peut avoir peur de représailles, peut avoir peur du retour de manivelle, parce que le pouvoir n'est pas aussi homogène que ça, même si le mot culture, bien entendu, tient les choses en main, a tenu les choses en main de toute façon jusqu'à ce fameux 22 février. Là, les choses sont en train de changer. Je pense que les choses se passent surtout maintenant dans la rue et au niveau de la société. Je crois que la rue a pris le pouvoir en ce moment. Ça peut paraître romantique de le dire, mais la réalité aussi est faite de ça. Maintenant, la suite, qui va donner de la structuration à la rue? Est-ce que c'est une énergie qui va s'exprimer parce qu'à un moment arrivera où il faudra un peu se mettre à faire des discours politiques, à faire des propositions. Et qui serait réellement en face, en fait. Oui, tout à fait. Je rappelle, désolé pour la mauvaise qualité, je m'excuse auprès de nos auditeurs de la ligne. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis Alger avec deux confrères, Mourad Slimani, directeur de la rédaction du journal El Watan, également avec Ali Bourkhlef, journaliste politique au quotidien Liberté, également avec nous Sofiane Maloufi, qui est le directeur général de l'agence conseil Média Survey, spécialiste en communication et en médias. Justement, vous, Sofiane, après ce qui vient d'être dit par nos deux confrères, deux journalistes qui suivent de très très près la situation. Vous, avec votre regard d'institut de sondage, est-ce que vous arrivez déjà à voir l'après? Est-ce que vous travaillez un petit peu là-dessus ou pas du tout encore? Pour cette période électorale, hein, on parle des élections d'avril prochain, par rapport à ce qui vient d'être dit. Je vous avoue que déjà le fait que ce mouvement soit né le 22 février,
c'est un petit peu mature de pouvoir porter une analyse ou aller sonder, faire des enquêtes d'opinion. La situation est telle que, dans l'absence d'institutions de régulation, dans l'absence d'un cadre juridique qui puisse un petit peu encadrer notre activité, donc il est très difficile de le faire, surtout dans la situation actuelle. Et il est clair que nous essayons alors, Sofiane, si vous me le permettez, je vais poser la question aux citoyens que vous êtes. Oui. Alors, justement, nous exploitons justement la donnée sociale que nous pouvons récolter sur les différents réseaux sociaux, sur lesquels nous menons un petit peu d'analyse quali par rapport aux revendications, par rapport à les propos les plus récurrents. Donc, on essaie d'analyser, donc de porter un regard conscient, un regard scientifique et qui soit objectif. Donc, il est clair que maintenant, suivant l'évolution de la situation, parce qu'encore une fois, nous sommes face à un gouvernement et à des décideurs qui n'entendent pas, qui ne voient pas, et qui n'admettent pas un regard différent sur lequel ils ont porté sur la société. Ils pensent toujours dans une approche de paternité. Donc, c'est le papa qui s'adresse à son fils, alors que le fils a grandi, il a 20 ans, il a 30 ans. Celui qui a 20 ans n'a pas connu les affres du terrorisme, mais celui qui a 30 ans aussi n'en garde pas un grand souvenir. Donc, en même temps, il y a eu toute cette communion, petit, grand, en fonction de toutes les idéologies. Donc, on a fait même bas sur tout ça, et nous avons porté une seule parole, une seule reprise de parole, et dire, retrouvons notre dignité, notre fierté d'exprimer ce que nous ressentons. Voici le message. Nous n'avons pas de revendications politiques. Nous nous posons pas en alternative politique. C'est ce que j'ai vu dès lors de la première et la deuxième semaine de contestation. Peut-être cela va évoluer vers des revendications politiques, mais à l'instant où je ne veux pas, la première revendication, c'est que de renoncer à ce cinquième mandat qui serait une façon de faire le pari du pire, mais en même temps de rompre avec ces pratiques-là que nous avons vues depuis 20 ans, mais surtout de recouvrer cette confiance perdue en 2014 lorsque j'ai pu avoir le privilège de faire une grande étude pour une institution américaine où le regard porté, la perception des citoyens par rapport à ces gouvernants, par rapport à ces décideurs, il y avait cette rupture de confiance totale. Il n'y avait que le président qui incarnait cette confiance et surtout cette pérennité de la nation. Mais entre-temps, le président était absent, aucune étude d'opinion a été menée, aucune analyse sérieuse et impartiale sur ce qui se passait, sur le bouillonnement le bouillonnement au niveau des réseaux sociaux, le bouillonnement au niveau de la société civile. Et voici le résultat où nous en sommes maintenant. Mais encore une fois, je souligne que c'est un caractère pacifique, cette communion populaire. Je pense que c'est une leçon au monde entier sur cette prise de conscience qui a été anticipée par aucune nation au monde et surtout pas par les décideurs algériens. Une dernière question, je vais l'adresser à Ali, je l'ai posée tout à l'heure à Mourad parce qu'on est en train de déborder un tout petit peu sur l'armée algérienne. Ali, certains confrères européens, notamment en France, disent que les manifestations pourraient s'arrêter par crainte d'une intervention. J'en ai parlé tout à l'heure avec Mourad, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi, par crainte d'une intervention de l'armée. Vous avez un avis totalement différent, vous dites faux, parce que l'armée n'est plus celle que l'Algérie avait ces précédentes années. J'ai beaucoup de différences avec beaucoup de mes collègues et même des observateurs étrangers sur cette question-là parce que je reste profondément convaincu que l'armée d'aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison qu'il y a de nouvelles générations d'officiers qui sont actuellement en commande, qui ne sont plus politisés comme furent leurs aînés, comme c'était le cas il y a 10-15 ans, à part le chef d'état-major Gaïd Salah, qui lui-même de la génération de Bouteflika et qui un peu, on dit qu'il le protège un petit peu parce qu'il y avait un serment entre les deux hommes en 2004, comme quoi ils se protégeraient mutuellement jusqu'à la fin du mandat de Bouteflika. Les autres officiers sont généralement des officiers qui sont dans leur carrière, qui sont absorbés par leur fonction et qui sont dans la fonction purement militaire. C'est un des résultats de la professionnalisation de l'armée. Il y a une deuxième raison qu'a expliqué hier
le grand sociologue algérien Nasser Djabi, c'est que l'armée est constituée d'enfants du peuple qui sont issus de toutes les régions du pays. Donc on voit mal des soldats s'attaquer à la population. Ajouter à cela un autre détail très important, c'est que l'Algérie s'est constituée depuis 2000 d'énormes réserves en force de l'ordre susceptibles donc de faire face aux manifestations, ce qui ne nécessite pas la mobilisation de l'armée, puisque le danger qui pourrait susciter l'adhésion de l'armée, c'est-à-dire une attaque armée, n'existe pas, du moins durant ces manifestations, donc rien ne justifie une intervention de l'armée. Maintenant, sur le plan politique, il y a peut-être une petite brèche qui pourrait être exploitée pour probablement demander à Bouteflika pour préserver la paix civile, probablement lui demander de se retirer pour éviter l'embrasement, parce que comme le disait Sofiane tout à l'heure, pour l'instant, la seule revendication portée, c'est celle du retrait de cette candidature, et si cette candidature est retirée, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais si cela persiste, il est évident que probablement le seuil des revendications va probablement être poussé plus loin, et ça va être difficile à gérer par la suite si les autorités posent au correspond, et il va être absolument difficile de gérer la suite. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous. Je rappelle Mourad Slimani, directeur de la rédaction du journal El Watan, également avec nous. Ali Bourkhlef, journaliste politique au quotidien Liberté, était également avec nous. Sofiane Maloufi, directeur général de l'agence conseil Média Survey, qui réalise notamment des sondages d'opinion sur les échéances électorales. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous depuis Alger. Et puis, on sent de la fierté quand vous parlez de ce qui se passe en ce moment en Algérie. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Moustapha Shimi. Merci à vous. Merci. C'est vrai que de la manière dont nos confrères parlaient, on sent cette fierté, en fait, d'assister à quelque chose qui est en train de se passer dans le calme, quelque part. Parce que Sofiane relevait quelque chose. Il ne manifeste pas pour la politique, il manifeste juste pour, il est obligatoirement politique, vous allez me dire bien évidemment, vous en tant que politologue, mais juste pour que ça change. C'est une réappropriation d'une citoyenneté debout. Et je crois que c'est extrêmement important. Avec les hypothèques qui ont été évoquées, on ne sait pas quelles sont les hypothèses de travail à retenir. Est-ce que le président Bouteflika va maintenir sa candidature ou pas? Première inconnue. Sur le terrain, ils sont persuadés que non. Le 18 avril, y aura-t-il ou non le scrutin présidentiel? Mon hypothèse de travail, moi, à la différence de mes confrères, c'est que le régime ne peut pas céder sur le 5e mandat de Bouteflika. Mais quand vous entendez, justement, Moustapha, quand vous entendez clairement ce que viennent de nous dire nos confrères, est-ce qu'on ne fait pas, en tout cas de nombreux analystes internationaux également, est-ce qu'on ne fait pas une énorme erreur en parlant du régime tel qu'on l'a vu toutes ces années? Ali parle d'un changement énorme au sein de l'armée algérienne. Vous n'en êtes pas convaincu? Mais qui a les postes de commandement? C'est une hiérarchie militaire. Oui, mais ça veut dire, il peut y avoir de changement que si les centres de pouvoir actuels en Algérie, pouvoir militaire, pouvoir civil, pouvoir économique et financier, arrivent à trouver une formule transactionnelle permettant de dépasser cette situation. Or, ce schéma-là, il se heurte à un verrou stratégique, c'est Bouteflika et son 5e mandat. Et toute concession, toute concession qui serait faite par les centres du pouvoir aujourd'hui sur le retrait de Bouteflika du 18 avril, ça serait une inondation, c'est une déferlante extraordinaire sur le rapport de force en Algérie, et ça va donc repolitiser, remotiver les manifestants, les partis politiques et l'ensemble du peuple algérien. Alors, d'accord, je vous entends, mais Moustapha, quand vous entendez, ils sont eux sur le terrain, que ce soit Sofiane, que ce soit Ali, que ce soit Mourad. Mourad dirige quand même la rédaction du grand journal El Watan. Ali est au quotidien Liberté, ils suivent quotidiennement et ils disent que là, aujourd'hui,
ils sont en train de vivre une véritable fracture. Pourquoi, dans les experts politiques, on continue à revenir en arrière et pourquoi on ne s'attendrait pas à quelque chose de nouveau? Je n'ignore pas cette fracture et les effets de cette mobilisation exceptionnelle qu'il faut saluer. Je m'interroge sur autre chose. Est-ce que cette mobilisation-là va peser ou non sur un nouveau rapport de force? C'est ça mon interrogation. C'est bien sûr, et finalement le régime peut être astucieux, continuer à gérer ces manifestations pacifiques pendant des semaines, ça fera partie de ce que j'appellerais des frais généraux du système, voilà, ça manifeste, on continue, etc., sans que les fondamentaux soient modifiés, sans que les lignes bougent. Le nœud, il est cristallisé sur quoi? Sur Bouteflika, 5e mandat, oui ou non? Si cette digue cède au niveau des centres de pouvoir, ce que je souhaite personnellement, mais on ne me demande pas mon avis, si cette digue cède, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va se libérer. C'est une dialectique historique, c'est une dialectique politique et une dialectique de contestation qui va rebattre les cartes. Je ne suis pas sûr que les décideurs soient prêts à prendre ce risque. Ben on va suivre, puisque tous nos confrères nous annoncent d'importantes manifestations aujourd'hui, mais la manifestation la plus attendue, ce serait celle de vendredi, une grève générale nationale, donc à travers tout le pays, parce qu'il n'y a pas, on parle beaucoup d'Alger, mais Oran est mobilisé, toutes les provinces sont mobilisées, voilà, une importante, c'est ce que viennent nous dire nos invités, d'importantes, de gigantesques manifestations attendues pour vendredi, donc le peuple algérien n'a pas l'intention en tout cas de baisser les bras. 13h46, merci Mustapha. Merci à vous. Si j'avais 10 secondes, je vous dirais ceci. Le phénomène intéressant de la situation en Algérie, c'est qu'il n'y a plus la possibilité d'invoquer le devoir d'ingérence de la part de puissances étrangères, comme ça a été fait pour la Libye en 2011. Il y a eu un tel traumatisme à propos des conséquences du devoir d'ingérence en Libye en 2011 que maintenant tout le monde est tétanisé. Mais je note au passage ce devoir d'ingérence est à la carte. Parce que les mêmes puissances interviennent au Venezuela contre un président élu. Eh oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Désolé, on a vraiment débordé, mais c'est vrai que le sujet et puis la mobilisation de nos confrères algériens qu'on remercie encore une fois, au plaisir de les revoir. Merci d'avoir suivi ce Fait entrer l'invité.